Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. D'emblée une citation. Ma vie, c'est moi qui vais la peindre, alors je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. C'est le Grand Corps Malade, le rappeur français, plutôt le poète, dirait-on, qui a donné cette idée d'une conception de la vie. Avec, ce soir, on va mettre des couleurs. Oui, absolument. Couleurs balisier, couleurs vert. Ah non, c'est pas des couleurs balisées. Non, je ne parle pas de ton t-shirt. Tu parles pas de mon t-shirt. De la vie. Je parle de la vie. Je répète, ma vie, c'est moi qui vais la peindre, alors je vais y mettre le feu en ajoutant plein de couleurs. Mais quelle couleur tu vas mettre? Rouge, vert, noir. Voilà. Tiens. Daniel Compère. Et puis plein rouge, quoi, flambant, avec Michel Bouanchy. Rouge avec une étoile dorée. Pas la faucille et le manteau. C'est fini, ça. C'est fini, la faucille et le manteau. Non, avec la toile dorée, comme la Chine. Comme la Chine. Ouais. Il y a beaucoup de milliardaires. Et le Vietnam. Au comité central du Parti communiste chinois, il y a beaucoup de milliardaires. Oui, mais ça reste camarade. C'est la dérive. Il n'a pas parlé de c'est pas la dérive. C'est le fait que la Chine a compris que dans une phase donnée du développement, si les capitalistes jouent le jeu de la nation, eh bien, on peut, à condition que ce soit toujours le plan qui prédomine. Bon, au niveau de la dialectique, c'est pas mauvais. Il faut. La sémantique, c'est extraordinaire. Moi, j'appellerais ça la violence de la monnaie. L'argent. Monsieur Marajo, je ne vous ai pas encore salué. Je vous présente mes excuses. Vous êtes parti dans une frénésie de parole. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses pour mon absence de la dernière fois, mais je sais qu'elle a été largement compensée. On m'a dit que tu étais dans le grand pays. Mais nous avons fait un gros effort pour ça. Michel il a débilé. Avec des sujets économiques où tu aurais pu intervenir. Non, c'est sûr. Ça m'a rassuré, je pourrais partir plus souvent. Mais enfin, non, prends pas des habitudes. Mais enfin, Daniel a parlé, Daniel qui généralement écoute. Oui, pour une fois, j'ai eu la parole. Avec certaine sagesse. Non, elle t'est donnée souvent et tu la passes comme au Wibi, tu la passes. Non, c'est pas ça. C'est que j'essaie de faire des interventions utiles. Courtes. Je ne dis pas que mes camarades ne sont pas utiles. Bon, monsieur, à nos âges, on va parler d'un sujet excitant, c'est les retraites complémentaires. Ah oui. Je dis ça par ironie stupide, mais combien important, c'est la finalisation des accords par les partenaires sociaux. J'avais abordé ça rapidement, on n'avait pas encore travaillé la question. La principale mesure, c'est un système de bonus-malus pour inciter les salariés à décaler leur départ à partir de 2019, donc la génération de 1957. Les salariés seront incités à travailler plus longtemps pour pérenniser les régimes de retraite complémentaire. Le patronat, les trois syndicats, on va dire quel syndicat, le patronat on sait qui c'est, le patronat en son entier, CGPME, UPA, MEDEF, et puis les centrales syndicales CFDT, CFC, CGC et CFTC ont accepté un accord de principe à mi-octobre, rejeté par CGT et Force ouvrière. Une fois atteint l'âge légal de départ à la retraite et la durée de cotisation requise, vous savez, un nombre d'unités de valeur, enfin de points, pour une pension à taux plein, les salariés devront travailler 1 an de plus ou subir une décote de 10% pendant 2 ans. Tout à fait. OK? C'est l'instauration. Attends, ouf chaud. Alors, voire 3. Ces troisième années devront être rediscutées en 2021. Mais ceux qui vont travailler 2 années de plus bénéficieront, tout au contraire, d'un bonus de 10% pendant 1 an. OK? Ce bonus grimpe respectivement de 20 à 30% pour 3 et 4 années supplémentaires. Alors, dis ce que tu disais, Baptiste. De fait, le patronat, d'ailleurs, ils s'en est vanté, c'est qu'on a réussi à briser un tabou. C'est l'idée qu'il faut reculer l'âge de la retraite pour rééquilibrer les comptes. Tu me permets de dire les comptes de déficit? Alors, non, je le dis, ça n'a pas de sens. 6 milliards. Non, pas tout ça. L'ARGIC et l'ARCO ont vu leur déficit respectif se creuser à 1,985 milliards pour l'AGIRC et 1,153 milliards en 2014 pour l'ARCO. Bon, ça fait plus 3,4. Il y a d'autres mesures quand même. Il y a le fait de la désindexation du point, parce que c'est un système par point.
de moins 1%. Donc, autrement dit, si l'inflation est de 2%, eh bien, on va revaloriser le point de 1% seulement. Et puis le décalage aussi de la date de revalorisation environ de 6 mois. Il y a un élément qu'il faut, pour que les gens comprennent bien, parce qu'on fait quand même pas mal. Daniel, je te passe la parole. Ça va peut-être vous étonner, mais je suis entièrement d'accord avec Michel. C'est une façon détournée de reculer l'âge de départ à la retraite. Ce bonus-malus me semble totalement, j'allais dire aberrant. Ce n'est pas aberrant du point de vue du patronat, mais il me semble scandaleux. Du point de vue de celui qui est Du point de vue du salarié, c'est scandaleux. Hein? Donc, il faut de plus en plus travailler tard pour avoir droit à la retraite complète. À taux plein. À taux plein, voilà, à taux plein. Oui, le résultat, c'est ça. C'est ça le résultat. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, messieurs. Vous êtes quand même, vous avez les pieds sur terre. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. L'entrée dans le monde du travail est de plus en plus tardive. C'est vrai. Donc on peut pas indéfiniment partir à 60 ans quand on commence à travailler à 30 ans. Beaucoup plus tard. Il faut arrêter ça. Et que l'espérance de vie est beaucoup plus longue. En plus, il y a un élément qui est fondamental. Comme l'espérance de vie est plus longue, il faut dire aux gens qui nous écoutent que même si vous avez commencé à travailler à 18 ans et que vous partez à la retraite à 60 ans, ok, ce qui est le cas de moins en moins de gens, je viens de le dire. Ce que représentent vos cotisations par rapport au nombre d'années de retraite, c'est quoi? C'est seulement 5 ans de retraite. C'est ça. Ce que vous allez percevoir, Ce que vous avez épargné pour votre caisse de retraite, voilà, en ne cotisant, représente que 5 5 ans années de ce que vous allez recevoir en retraite. Il faut le dire. Or, au lieu de mourir, entre guillemets, à 65 ans, comme on le faisait dans les années 50, on meurt aujourd'hui à 85 ans en moyenne. Tu traînes en Oui, plein. Ok. Ça, c'est l'argument démographique classique. Non, mais au-delà d'être un argument, ça a un impact immédiat sur les caisses. Or, moi, ce que je voudrais C'est savoir... l'argument comptable. Eh ben oui. Chiffré. Bon, Tu es un homme du chiffre. alors, Oui. ce qu'il faut décider, et ça c'est très important, et c'est peut-être là qu'on n'est pas tout à fait d'accord, c'est d'innover en matière de financement des retraites et de la santé, c'est pareil. Et moi, je suis pas... Jusqu'à modifier le principe même de Oui, la tout à fait. C'est comme la sécurité sociale. Aujourd'hui, on dit la sécurité sociale, c'est les cotisations des salariés et les cotisations des patrons. Quand je regarde les sommes qui sont gagnées en bourse, par exemple, par rapport à ce que coûte la santé, je me dis, mais c'est une plaisanterie. Si on prenait juste une toute petite partie, une taxe, sur les transactions financières pour financer la santé, mais les gens seraient heureux. Alors, tu es en train d'avancer une des solutions qui explique, et c'est une des solutions avancées par la CGT Force ouvrière pour rééquilibrer le régime des retraites complémentaires et des retraites tout court. C'est-à-dire qu'il faut mettre à contribution les profits financiers. Tout à fait. Bon, et d'autre part, la situation de départ à la retraite de plus en plus tard, mais c'est une résultante de la crise économique elle-même. Et donc, le problème, c'est le chômage. Oui, alors, donc la taxe financière, la taxe sur les transactions boursières, qui sont Colossales. Mais l'argument selon lequel la mécanique des transactions financières s'expatriait et irait ailleurs. Non, c'est faux. Parce qu'on ne parle que des transactions financières. Tu vas répondre sur ça. On ne parle que des transactions financières spéculatives. Effectivement, un type qui dit bon, je pousse à la hausse telle action, je la revends. Ou, il ira ailleurs. Bon, il ira ailleurs. Mais tu parles de toutes les transactions. Mais bien sûr. Une carte de crédit, une opération fait Mais bien sûr, simplement, le business de manière générale et le business plus spécifiquement de la vente et de l'achat de titres mobiliers ou immobiliers, on représente des sommes colossales. Voilà. Juste ça. Prenons juste ça, qui n'est pas délocalisable. Et disons, monsieur, vous achetez un immeuble. Ben, au lieu de prendre 25 sur les plus-values, par exemple sur les plus-values immobilières, ben on va prendre 28. Ça vous coûte quoi? Vous n'avez qu'à augmenter votre prix de 3%. Ça, c'est faisable. Et nous, on prend 3%. Michel. Bon, alors, il y a cela, bien sûr. Mais il y a le fait que, à mon avis, c'est là où l'intérêt, précisément, d'avoir une Union européenne est intéressante. C'est que, précisément,
l'Union européenne a oublié de faire l'Europe sociale. Or, pour éviter ces problèmes de dumping social et de délocalisation, au moins l'Union européenne représente une entité suffisamment forte pour harmoniser, pour harmoniser ces questions-là. Ça va venir. Or, précisément, nous allons traiter un sujet tout à l'heure, le FMI dit que l'Europe, précisément, déprime par toutes ces mesures la demande et que c'est une des raisons pour lesquelles la déprime de la demande, on a une croissance si faible. Donc tous ces mécanismes qui visent en réalité à baisser, parce qu'en plus, il y a une baisse du montant des recettes, des retraites, donc une baisse des dépenses et de la consommation, donc du PIB. Et comme il y a une baisse du PIB, augmentation du chômage. On va revenir. En tous les cas, sans ressources supplémentaires, les réserves de ces deux caisses, souvenez-vous de leur nom, c'est l'AGIRC et l'ARCO, seraient épuisées d'ici à 2018. Il faut bien retenir ça. T'as dit plus rien dans les caisses. Ça, c'est et 2027 pour l'ARCO. Ça, c'est le chiffon rouge pour obliger les gens à signer chaque fois qu'on porte un mauvais coup en retraite. Bon, moi je donne les éléments qui sont pas contestés, qui sont chiffrés. Alors, dans Justice la semaine prochaine, vous aurez un décryptage complet de cet accord qui intéresse aussi les travailleurs martiniquais. N'oubliez pas de me l'envoyer en Word. PDF, même si nous parlons beaucoup de la CTM, mais la question sociale est au centre, doit être restée au centre de nos préoccupations, parce que quand on fait les sondages, celui qui fait des sondages, les questions sociales sont au centre des préoccupations. C'est la première. C'est la première. C'est la première. Ok, messieurs, on swing. D'après le 7e baromètre Randstad, qui est un géant de l'intérim, avec un salaire moyen brut de 1 566 € par mois, au premier semestre 2015, les non-cadres ont vu leur rémunération moyenne progresser de 13 € sur un an. C'est beaucoup. Vous riez de 12,6 millions de salariés. Sur 26, en France, on parle de la France. Sur 26 532 400. Vous riez de la moitié des salariés. Tu as ricadé sur le sol de la moitié des travailleurs. Michel, c'est pas bien ce que tu as fait là, Michel. Non. Il faut quand même rappeler qu'en Martinique, 50% des salariés, tout compris, public, pas public, a un salaire moyen inférieur à 1 200 € net mensuel. OK? Voilà la réalité. Le salaire moyen, le revenu moyen, plus exactement, le plus récent, tel qu'il ressort de la dernière enquête sur la pauvreté, sur la consommation. Sur la consommation, c'est en moyenne 1 063 € par personne. C'est le SMIC. Bon, c'est le SMIC net. C'est le SMIC net. Et ce qui fait que nous avons, comme c'est le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian, c'est 620 €. Bon, donc, il faut actualiser ces chiffres avec une situation bien pire pour la Martinique en termes de salaire et de revenus. C'est plus bas. C'est plus bas. Et avec un coût de la vie qui officiellement, je dis bien officiellement, la dernière enquête de l'INSEE, celle de 2010, nous dit que nous sommes à peu près à 16-17% de plus. Et le panier France-Antilles te dit que, le panier France-Antilles, sur les consommations les plus courantes, qui est bien fait d'ailleurs par notre consoeur depuis quelques années, Cécile Elvoire, je me prends à dire qu'elle a eu le prix André Liquer d'ailleurs. Oui, on l'a déjà dit ici. On l'a déjà dit ici. Eh bien, il est de 34% plus élevé. Oui, 30%. À peu près. Il oscille entre deux mois à l'autre. Bon, oui. Alors en fait, les salaires des non-cadres, de ceux dont nous parlons là, ont surtout bénéficié de la seule revalorisation du SMIC de 0,8% intervenue le 1er janvier 2015, qui a porté le salaire minimum brut mensuel à 1 457,52 €. En tous les cas, nous connaissons le montant du SMIC, contrairement à certains candidats à CTM, et nous le disons à nos... Messieurs, j'étais à Saint-Martin début de la semaine, un tas de gens m'arrêtent et me disent, et ils regardent notre émission. Mais j'étais interloqué, j'étais STBco. Alors je te vois, mais tu ne te vois pas. Vous savez, la phrase tranquille. Merci. Moi, je leur dis, non, je te vois. Vous savez, les idioties que l'on dit aux gens, à qui on n'a rien à dire quand ils vous félicitent ou bien quand ils sont contents de voir quelqu'un qui est sur l'image. Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane,
Mais c'est surprenant. Autrement dit, c'est beaucoup plus valorisant pour toi, qui sera candidat bientôt sur une liste, de te retrouver ici dans cette petite station privée, que d'être là, que de faire le matamor sur les grosses chaînes nationales, etc., qui t'invitent très souvent. Qui ne rediffusent pas leurs émissions, tout simplement. Qui vont diffuser, mais qui ont une portée limitée. On peut aussi demander à ceux qui parlent d'assistanat s'ils connaissent aussi le montant du RSA. Eh bien, le montant du RSA, c'est 524 euros. C'est-à-dire que ça permet de survivre. C'est en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. OK. 524 euros le RSA. Voilà. Dis ce que ça veut dire le RSA. Revenu de solidarité active, qui a remplacé le RMI. Oui. Qui a remplacé ce qu'on appelle le RSA socle. Mais oui. Oui, Daniel, tu voulais dire c'est ironique. Non, j'allais dire que le sujet que nous traitons maintenant sur le salaire moyen des non-cadres est en droite ligne du sujet précédent, sur les retraites. Parce qu'avec de si petits revenus, les retraites sont encore plus petites. Tu as fait la corrélation. Mais oui. Merci. Merci. Par secteur, c'est le BTP qui se retrouve le secteur le plus rémunérateur. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, avec un salaire moyen de 1 642 euros en hausse de 1,3% par rapport à l'année précédente. Parce que c'est le BTP, c'est un secteur où on a besoin de monde. Non, mais c'est pas tant ça. C'est que le SMIC dans le BTP est plus élevé que le SMIC normal. Il y a déjà ça. Oui, par convention. Les salaires de base par convention nationale dans le BTP sont plus élevés que le salaire de base dans le commerce. C'est la région, alors pour les candidats à l'immigration, c'est la région Rhône-Alpes qui propose des salaires au non-cadre le plus élevé en France, 1 580 euros. Alors, si vous devez aller choisir un endroit, allez là même. Allons dans les Rhône-Alpes. Messieurs, nous avons appris que c'est ce soir que la liste Ensemble pour une Martinique nouvelle va publier, va faire connaître la liste de ses candidats à l'élection à la collectivité territoriale de la Martinique. Par des fuites, on peut dire d'ores et déjà qu'on sait que Chantal Mignon sera là, mais le sujet qu'on va évoquer maintenant traite un petit peu de cet aspect de la question. Le Robert choisit les chimie, mais sans Mignon. Oui. J'ai repris le titre d'Hervé Brival dans France Antille. J'ai trouvé ça bien comme titre, accroché sur le plan journalistique. Les militants et sympathisants du groupe Unissons-nous pour faire progresser le Robert étaient consultés pour les élections à la CTM la semaine passée. Ils devaient choisir les électeurs entre la liste conduite par Serge Etchimi sans Chantal Médian. Cette proposition de voix qu'ils ont retenue a obtenu 104 suffrages, 104 voix. Cette proposition de liste, ce choix, du moins. En seconde position arrive la liste d'Alfred Marie-Jeanne avec 19 suffrages, ce qui m'a surpris. Et en troisième position, la liste de Serge Letchimy avec Mignon, ce qui voudrait dire normalement qu'elle devrait, si M. Letchimy n'écoutait que les sirènes empoisonnées de ce parti politique de M. Montieu, il devrait éjecter Mme Mignon, ce que nous savons ne pas être. On peut faire un petit scoop là-bas. Ça quand même pose la question de la relation de Montieu, qui n'a pas participé au vote, qui a donné pouvoir, de Montieu avec le Grand Assemblée. Ça pose la question du poids de Lépine encore dans la commune, parce qu'il y a l'une de Lépine de ça qui a dû se réconcilier avec Montieu et lui dit écoute, rentre dans le sens de l'histoire. Et puis, ça pose la question quand même des suites, des suites des opérations, mais j'ai déjà expliqué que Mignon sera quand même là en position éligible. Alors, reste quand même la position de Christian Verneuil et Belfort-Birota, qui, eux, sont deux élus de la majorité plurielle, comme on aime à dire, de la municipalité, et qui ont rejoint le Grand Assemblée. Mais est-ce que c'est tout ça qui se passe finalement au niveau des nomenclaturas? Est-ce que ça correspond à l'opinion de la commune elle-même? Réponse le 9 et 13 décembre. 6 et 13 décembre. Je peux dire quand même un mot, c'est que les électeurs ont déjà démontré dans plusieurs circonstances qu'ils votent différemment suivant le type d'élection. Ouais. Et que le fait de vouloir communaliser, municipaliser ce scrutin
qui se fait à l'échelle martiniquaise peut amener à des déconvenus. Et dit, est-ce qu'on peut faire autrement? Tu vas reprendre la parole. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire autrement? Alors, il y a une réalité du dispositif électoral spécifique À cette consultation. Donc, il faut quand même rappeler ça, la volonté de Miguel Laventure de garder un lien entre le terrain, donc le terrain dont est issu le candidat et l'Assemblée, a abouti à cette espèce de sectorialisation où on va dire les candidats doivent être issus par exemple du Sud et les gens du Sud vont voter plus parce que les gens qui sont sur la liste sont des gens connus. Donc ça pousse à ça. C'est-à-dire que si vous mettez les élections régionales classiques, il y a une liste, vous ne savez même pas d'où viennent les gens. Parce que c'est vous votez pour une liste. Pour une liste et pour l'ensemble. Tandis que là c'est fini. Là, il y a qui est sur la liste du Sud? Qui est sur la liste du Sud? Forcément des gens du Sud, a priori. Ok. Est-ce que je les connais? Et qui est sur la liste du Sud de ma commune? Voilà. Et puis le système veut il faut avoir un maximum de suffrage on reprend la parole, Michel, par section. Voilà, par pour liste. pouvoir envoyer des élus. Michel. Non, le fait qu'il y ait un lien entre les candidats et le territoire, mais on peut avancer d'autres critères, hein, le critère sociologique, les professions. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs, il faut qu'il y ait des ouvriers, des agriculteurs, À des fonctionnaires, à condition que des intellectuels. À condition que le territoire en comporte suffisamment et fournisse des voies en corrélation avec le... Mais je parle bien je parle pas de territoire, je parle de municipalisation. Oui, mais on aboutit à ça, Michel. Pas nécessairement. On peut voter, autrement dit, tel maire, c'est pas parce que tel maire va dire voter pour telle liste que nécessairement l'électeur peut très bien voter pour ce maire-là aux élections, pour les municipales, et voter, l'exemple de Marie-Jeanne. L'exemple de Marie-Jeanne dans le centre atlantique, il n'avait le soutien, à ma connaissance, de commun. Non, Marie-Jeanne, c'est pas Marie-Jeanne avec sa personnalité, son charisme, c'est pas... Eh bien voilà. Non. Ça peut contrebalancer. Non, ce dont il faut se souvenir pour cette élection à la CTM, c'est que les critères de choix au niveau de la composition des listes sont multiples. Voilà. Oui. Et parmi ces critères multiples, il y a la territorialisation, on va dire ça comme ça, Ou la sectoralisation. ou la sectorisation. Je l'ai travaillé pour le sortir de Ouais, sectorisation, qui fait qu'en principe, l'électeur, et l'apostrophe électeur, doit se retrouver davantage parce qu'il connaîtra ou non des noms de son entourage, on va dire, de son environnement. Et Edith, vous voulez ajouter quelque chose? Il y a un élément, peut-être pour apporter un petit bémol à la pensée de Michel, il y aura très peu de maires. Oui. Nécessairement, du fait Il y aura très peu de maires sur les listes. du fait des total. règles. Ben oui. Et puis des principes aussi Et puis, posés par des principes la posés liste par les PS. leaders. Ouais. Et puis, il y aura un renouvellement extrêmement puissant, puisque je redonne les chiffres très rapidement. Il y avait 86 élus, conseil général, conseil régional. On passe à 51. OK? Et ce qui rend les choses encore plus dures pour certains, parce qu'à partir de vendredi matin et etc., il y a des gens qui vont vraiment pleurer. Hein. On passe à 51, mais surtout, c'est 26 hommes ou 25 hommes et 25 ou 26 femmes. Voilà. Donc le nombre d'hommes passe de... Alors je vais vous donner les chiffres. Il y en avait 56 hommes sur les 86 passe à 25 ou 26. Voilà. C'est une catastrophe. 25 élus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu droit au G20. Le G20, c'était alors Un cri. un cri d'effroi. Un cri désespéré. J'ai lu dans une interview de quelqu'un qui du parti de Césaire, du VRG, qui a dit que l'élection de la CTM, c'est pas une élection pour la survie des hommes politiques. Au contraire, hein. Il aurait dû dire le contraire. Et là, c'était Césaire. Alors, pour une fois, j'étais d'accord avec lui. Messieurs, on revient à ta... Mais il faut quand même insister sur ça, parce que on dit souvent c'est le changement des élites qui conditionne les changements
de la société. Les progrès. Et là, ça va être le cas. Ça va être que les types vont se retrouver à égalité avec les femmes déjà. Déjà ça va leur donner une calotte. Mais ils vont se retrouver quasiment tous, la majorité, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc les habitudes, les vieux comptes à régler, les dettes, tout ça, c'est fini. Les complexités. Les combinaisons grandes ou petites. Oui. Les injures habituelles. Oui. Les polémiques C'est comme- établies. en fait, j'aimerais comparer ça, en fait. Tu es au cours moyen 2, et puis tu passes en 6e. Et puis non seulement tu passes en 6e, tu changes d'école. tu changes d'école. Et de pays. Et de pays. Monsieur, Tu sors de Pérignon et tu arrives au lycée chercheur. Monsieur, non, de ton temps, maintenant c'est très démocratique. Depuis Dancière, depuis Camille Dancière qui avait fait combien de lycées Dancière avait fait? Une dizaine. Ouais, boum, en détend la région, n'est-ce pas? Monsieur, le FMI critique la régulation excessive de la France dans un rapport consacré à l'ensemble des pays du G20. L'institution alerte sur l'actuelle stratégie gouvernementale et invite la France à réformer fondamentalement ses dépenses publiques, moins d'embauche de fonctionnaires, Bien sûr. à relever l'âge de départ de la retraite, Bien sûr. et critique aussi quand même une régulation excessive. L'actuelle stratégie gouvernementale ne permettra que de justesse, l'objectif européen d'un déficit public sous la barre des 3% du PIB en 2007, laissant peu de marge en cas d'événements contraires. En 2017. En 2017. Il plaide le FMI pour un relèvement effectif de l'âge de départ à la retraite, ce qui est en train de se faire, pour alléger le coût de l'assurance vieillesse Mais oui. par simplement en diminuant le nombre de personnes, retraités. de retraités, de prestataires. Parce qu'ils ne peuvent pas les tuer. Donc on les retraités met moins. plus jeunes. Le fonds assure également que de nouvelles coupes doivent être menées dans les transferts sociaux, assurés par les collectivités locales, Michel, dont les capacités d'endettement doivent être davantage limitées. Et met par ailleurs la faible productivité dans le pays en partie sur le compte d'un manque de concurrence et d'une régulation excessive. Il faut libéraliser les professions Bien sûr. régulées, ça veut dire que vive Macron. Et dans son rapport, le FMI examine les risques liés au prochain relèvement des taux de la Banque centrale de la Fed. On a parlé de ça la dernière fois. Ça revient, en décembre. Oui, ça va revenir en décembre, on aura le temps d'en parler. Voilà, messieurs, je ne dis plus rien là-dessus, je donne la parole à Daniel. Tu as un commentaire à faire en premier lieu? Non, moi, ça ne m'étonne pas du FMI. Hein. Le FMI. Il est là pour ça, quoi. Rappelons simplement, il a déjà fait pire, c'est le Fonds monétaire international qui a été à l'origine de toutes les politiques d'austérité que l'on a connues et dont l'Amérique latine notamment a pâti pendant de longues années. Maintenant, c'est la Grèce ou le Portugal ou l'Espagne. Pourquoi pas la France? Donc le FMI est dans son rôle tout à fait, j'allais dire, normal. Bon, je ne trouve pas que ce soit normal, mais enfin, c'est Son rôle habituel. son rôle habituel. Voilà, prôner l'austérité, moins de dépenses, notamment de dépenses publiques, d'où les fonctionnaires, puisque l'État peut agir sur le nombre de fonctionnaires qu'il emploie, alors qu'il ne veut pas agir aussi directement sur le nombre de salariés des entreprises privées. Voilà. Hein? Bon, voilà quoi. Michel? Non, mais effectivement, c'est la doxa néolibérale classique. Bon, seulement le problème, c'est que, alors j'ai lu, il y a une autre partie du rapport qui n'a pas été évoquée, c'est que le FMI quand même a mis de l'eau dans son... il a mis de l'eau dans son vitriol. C'est qu'il a critiqué une excessive régulation en matière budgétaire. C'est-à-dire que... La rigueur. La rigueur. Donc il dit qu'il faut faire... C'est le vieux discours. Mais il faut faire des réformes dites structurelles, c'est-à-dire le marché du travail, etc., et diminuer sur les transferts sociaux. Bon. Et en même temps, il dit, vous allez trop fort parce que ça empêche la croissance de repartir. Ça étouffe la croissance. Bon. En réalité, on est en face, je vais prendre une image, on est en face de quelqu'un qui est en train d'accélérer sur l'accélérateur et d'appuyer en même temps sur le frein. Un peu compliqué. C'est un peu... Bon, en réalité... Ça fait chauffer les pneus. La productivité, bon an mal an quand même, augmente de 2 à 2,5 à 3%, un peu moins depuis quelques années.
Et elle a considérablement augmenté dans les 20 dernières années. Donc, à l'heure actuelle, le progrès scientifique permet de réaliser en moins de temps la plupart des tâches. Donc, la question de ce surplus, où est-il passé? Ce surplus, il est passé, on l'a déjà dit, c'est que c'est le déplacement de la répartition. On a fait un sujet là-dessus à la dernière. Oui, autrement dit, le travail est moins rémunéré et le capital est beaucoup plus rémunéré. C'est la financiarisation. Non, tu étais là, c'est à la mission d'avant, avant de départ. Donc c'est ça le fond du problème. Et la véritable question, c'est qu'on a les capacités. On a les capacités dans le monde à la fois d'améliorer les conditions de vie, d'améliorer les conditions de retraite, de diminuer le temps de travail, mais à condition que les États ne fassent pas le dumping social. De la marge, voilà. Je vais rebondir sur ce que Michel vient de dire. En fait, le changement aura lieu quand les capitalistes vont considérer que cette partie-là, qui est liée au bonheur des gens, rapporte plus d'argent qu'à leur exploitation. Voilà. C'est tout. Mais c'est déjà le cas. Le problème, c'est qu'ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Voilà. C'est comme le capitalisme face à la traite négrière ou à l'exclusion des femmes. C'est de dire, bon, les mecs, ça nous coûte beaucoup plus d'argent de continuer la traite que de libérer les esclaves. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. L'industrie, la vapeur était plus rentable. Bien sûr. Il y a un chercheur qui s'appelle Migs, qui a fait l'économie de l'esclavage, le calcul économique. Donc, ça a été repris d'ailleurs dans l'excellent livre d'Eric Williams, l'ex-premier ministre israélien. L'ex-premier ministre israélien, que notre génération a lu avec émerveillement. Que finalement, pour appliquer ce principe d'intelligence aux choses, que le bonheur est un élément plus rémunérateur que le malheur des hommes. Mais c'est clair. Daniel. Mais c'est exactement, je voulais simplement rappeler ce que j'ai dit la semaine dernière. Le capitalisme que l'on dit en crise depuis des décennies est le système qui se régénère le plus et qui est capable de mettre à jour ses propres turpitudes. On peut avoir de l'espoir là. Alors. Oui, c'est clair. Oui, forcément. On le voit par exemple dans la volonté d'un certain nombre d'investisseurs d'aller sur le marché du tourisme, par exemple, du temps libre. Et là, c'est là où se font les investissements les plus importants. Mais je voudrais quand même relativiser. La préoccupation du FMI, là, est sur un dossier de pays riches. Ouais. Oui, c'est une analyse donc en fait, sur les G20. Voilà, donc en fait, ils font ça parce qu'ils sont un peu forcés de le faire. Ouais. Mais la problématique du FMI n'est pas en Europe. Ouais. Elle est plutôt dans les autres pays. Dans les pays émergents, dans les pays sous-développés. Sous-développés qui conditionnent aujourd'hui de manière majoritaire, prépondérante, le sort de ceux dont on nous parle, les fameux pays riches. Ouais. Dans la même foulée, États-Unis, les retraites de 100 patrons sont égales à celles de 50 millions de foyers. Je développe. 100 dirigeants d'entreprises américaines, dont certains sont toujours en exercice, bénéficient de retraites égales à celles de 50 millions de foyers aux États-Unis, soit près de la moitié des familles des États-unis. OK ? Aux États-Unis, il n'y a pas de retraite par répartition. Oui, nous sommes d'accord. C'est bon. Ça veut à quoi on veut nous emmener. C'est bon à préciser que c'est pas. Ils payent pour le retraite. Ils payent, chacun contribue. Oui, pour qu'on comprenne. Par capitalisation. Il fallait le dire en premier. Par capitalisation et non pas par répartition. C'est-à-dire, autrement dit, on contribue soi-même, on fait sa retraite soi-même. Voilà. Comme si c'est une. Attention. Ça, c'est la version un peu caricaturale. Ouais. Les fonds de pension qui récupèrent ces cotisations font prospérer ces sommes pour augmenter la retraite. Mais l'argent pas qu'à donner. Non, mais l'argent qu'a fait l'argent. Non, mais attention, c'est-à-dire le type, il ne faut pas faire croire aux gens que s'ils ont cotisé pour une valeur de 5 ans, ils n'auront que 5 années de retraite. C'est pas tout à fait ça. Oui, ils ont aussi. Voilà. Mais si les fonds de retraite font si les retraites font faillite, c'est mort. C'est passé en 2009. Voilà. Alors, je continue. C'est une étude de 2 groupes de réflexion progressistes, le Center for Effective Government et l'Institute for Policy Studies. Ils sont sortis ça en même temps, les deux. Parce que c'est quand même un boom. Le bas de laine total des patrons, donc la caisse de 100 patrons américains jouissant des plus importants fonds de retraite, s'élève à 4,9, je vais dire 5 milliards de dollars. Qui est une somme ridicule. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais c'est une somme ridicule, 5 milliards, parce que la valeur des transactions quotidiennes
sur le New York Stock Exchange. La bourse de New York, c'est 1000 milliards de dollars. Oui, Donc mais- 5 oui, mais- milliards, ça part à rien. Ok, mais assez pour qu'ils Oui, ressemblent. oui, mais mais ça veut dire assez ô pour qu'ils combien ces ressemblent. 50 millions de familles sont pauvres. Sont pauvres. Ô combien elles sont pauvres. Par comparaison. Eh ben oui. Assez pour recevoir près de 280 000 dollars par mois jusqu'à la fin de leur vie. 280 000 dollars par mois, donc sensiblement à peu près la même chose en euros pour simplifier. Zlatan gagne 1 million d'euros par mois. Donc la retraite de ce monsieur des big patrons, là encore, c'est rien du tout. Oui, mais quand même. Oui, quand tu donc c'est compares pas mal, par rapport- 280 000 euros Mais par faites mois. chaque fois la corrélation, parce que les gens peuvent te prendre en chemin. Oui. Corrèle ça avec la situation des familles qui, elles, ce montant équivaut également aux sommes épargnées pour leur retraite par les 116 millions d'Américains les plus pauvres. Et pourquoi? Ce battle n'est pas le résultat du travail du PDG, c'est simplement pas du travail, il cotise, il gagne du pognon, c'est un système capitaliste, il travaille dur, il investit donc parce qu'il est plus sage, il est plus fort, il est plus intelligent. Non, ce système vient de règles qui ont été conçues pour les favoriser délibérément. C'est manifestement un signe d'inégalité. Les jeunes salariés rencontrent d'abord de plus grandes difficultés parce que ils sont dans une instabilité professionnelle et puis ils sont énormément endettés pour leurs études. Donc eux, ils ne peuvent pas cotiser comme ça. Deuxièmement, les grands patrons américains voient leur retraite gonfler à la faveur d'une disposition spéciale qui leur permet de ne pas payer d'impôts sur les sommes, eux seulement, sur les sommes gagnées pour leurs vieux jours. Aucun plafond ne leur est imposé, alors que les salariés lambda ne peuvent pas aller au-delà de 28 000 dollars, pas euros, dollars par an. Au-delà, alors que eux, ils n'ont pas de limite, pas de plafond à leur épargne retraite. L'étude pointe particulièrement du doigt David Novak, PDG puis président de Pizza Hut, KFC, etc., qui décroche la palme avec une pension cumulée de plus de 234 millions de dollars. Alors que des centaines de ses employés n'ont aucune retraite et que son entreprise, généreusement, accorde 6% d'un dollar que personnellement ils auront épargné pour leur retraite. Il y a eu récemment à New York une grève d'employés de KFC qui était assez majoritairement d'ailleurs des blacks. Ah oui. Hein, et pour ce qui a abouti d'ailleurs à ce que le maire de New York, qui est un progressiste, a fait voter pour la première fois un SMIC local. Un SMIC new-yorkais. Ça fait un an à peu près. Absolument. Ouais, à peu près un an. Ce qui est intéressant, c'est que les patrons de Pizza Hut, etc., c'est des Brésiliens. Hein. Donc, qui vivent dans un pays où on gagne 180 euros par mois. Donc, un fion supplémentaire. Nouvel indice de mesure du marché du travail. Attends, alors, néanmoins quand même, ce que tu dis là nous ramène à une observation qu'a faite le FMI récemment, qui montre que le FMI, dans le nouveau chef économiste qui a succédé au Français Olivier Blanchard, a sorti une étude il y a à peu près un mois, où il démontre que la croissance des inégalités, notamment dans le monde, était un facteur qui expliquait précisément la faiblesse de la croissance et les difficultés de faire repartir l'économie mondiale. Donc, les inégalités, à un moment donné, minent le système capitaliste. Au point que un organisme comme le FMI dit attention, vous allez trop loin. Bon, c'est quand même pas Thomas Piketty. C'est le FMI qui dit ça. Quand même prix Nobel. Quand même. Ouais. Oui, non. Il y a un élément qui me semble intéressant. Je me demande si ce type de stigmatisation des patrons n'est pas pour le monde médiatique, donc le monde capitaliste, une façon d'expurger. De cacher la réalité des vraies problématiques. Parce que c'est pas en réduisant les inégalités entre les 100 premiers patrons pour leur retraite et les 160 millions qui vont faire bouger les choses. C'est pas ça. Or, le débat tourne toujours autour de ça. La vraie inégalité, c'est entre les revenus des hommes et des femmes, parce que là, ça tournerait à des centaines de milliards de dollars. La vraie inégalité, c'est entre les gens d'une région par rapport aux gens d'une autre région. Prenons la Martinique. Il y a une vraie inégalité de salaire entre
des gens qui travaillent dans le nord de la Martinique et des gens qui travaillent dans le centre, ne serait-ce que par le coût du transport. Or, ce n'est pas en stigmatisant des patrons qui gagnent des centaines de millions, c'est pas ça. C'est que nous puissions prendre un certain nombre de décisions législatives interdisant les inégalités économiques au sein du travail, déjà, et entre sexes, entre régions. Et là, on verrait que, de manière mécanique et extrêmement rapide, la consommation en bénéficierait. Mais vous n'allez jamais empêcher une boîte, sauf à la tuer, de dire, moi je recrute un talent, je lui donne 10 millions de dollars à condition qu'il me ramène de l'argent. Ça c'est pas la peine, c'est le système capitaliste en lui-même. Mais moi je pense qu'il faut réguler le système capitaliste quand le système capitaliste veut exercer son fonctionnement dans une société. Les types peuvent faire, au sein de leur boîte, ils font ce qu'ils veulent à la limite, ok ? Mais par contre, la façon dont ils paient leurs salariés, la façon dont ils payent contribuent au transport de leurs salariés, à la nourriture de leurs salariés, là on peut les coincer. Là on peut augmenter, à la retraite, là on peut les coincer. Et puis ce qu'a essayé de faire Obama aussi, c'est en instaurant un système de sécurité sociale, parce que la puissance publique aussi, c'est là qu'il y a des différences de doctrine. L'intervention de la puissance publique qui est honnie par le président sujet sur le FMI permet de réduire les inégalités. Quand on met de l'argent dans les hôpitaux, quand on met de l'argent dans la sécurité sociale, quand on met de l'argent dans l'éducation, c'est une manière de réduire les inégalités. Prenons un exemple qui est là, qui est à nos pieds. On tire toutes les 5 minutes sur Hollande. Hein. Okay, mais Hollande a réussi un truc qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'à partir du 1er janvier 2016, les patrons vont contribuer intégralement à la retraite complémentaire des salariés. Voilà. Et ça, imagine ça aux États-Unis, quoi. Imagine ça. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Voilà une loi typiquement de gauche dont personne ne parle. Et il a imposé ça aux patrons, et les patrons, ils ont avalé. Hein. Il y a pas eu, les gens n'ont pas roulé en disant, bon écoutez, là, on va payer la retraite complémentaire. Là, il n'y a pas eu de pigeon. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un sujet dessus, parce que déjà, c'est obligatoire. Et puis, nous, on a fait un sondage là-dessus, 75% des chefs d'entreprise ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'à partir du 1er janvier, il va falloir cotiser pour la retraite complémentaire de leurs salariés. On fera un sujet dessus. OK. L'INSEE va avoir à gérer un élément nouveau, c'est l'organisme ADP, un groupe américain, qui a lancé en France un nouvel indice de mesure du marché du travail. Le premier baromètre mensuel d'ADP annonce la création de 11 000 emplois en France au mois de septembre. Et parmi les secteurs qui ont créé de l'emploi le mois dernier, c'est l'industrie, ensuite le commerce, ensuite le secteur des services financiers, etc. Donc ils ont, boum, annoncé des éléments qui sont dorénavant mensuels. Pour le chômage, ils donnent également des éléments. Le secteur privé a créé 37 000 emplois. Il en faudrait 100 000 par an, ceci dit en passant, pour commencer à créer de l'emploi. Ça, c'est les résultats qu'ils ont lancés. Mais sur le principe même de la concurrence entre les deux organismes, avec son indice mensuel, ADP vient vraiment bousiller l'INSEE. L'Institut de statistique donne un résultat trimestriel. Ainsi, par exemple, sa dernière tournée concernait le deuxième trimestre avec 23 800 postes. Nous, on a septembre, boum, et des secteurs privés. Voilà. ADP se base sur un échantillon de 75 000 entreprises de son fichier client. C'est largement suffisant. C'est bien. C'est suffisant. Ah oui, 75 000 boîtes. C'est correct. C'est 75 000 boîtes. Il faut savoir qu'en France, il y a 2 millions d'entreprises. Et quand vous avez un échantillon représentatif de 75 000 entreprises, vous êtes surreprésentatif. Ouais. Enfin, on va voir comment ça évolue. Une petite information aussi, c'est la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation de l'État aux collectivités locales que nous critiquons tous, qui va être réduite, et parce qu'elle sera globalement en baisse. Victor Lurel est monté au créneau lors du débat budgétaire, en disant qu'il faut parfaire le dispositif pour l'outre-mer. Et Christian Ecker, qui était rapporteur du budget, a répondu simplement que l'évolution de la DGF tient en compte des spécificités, et que sur les 112 communes d'outre-mer, 91 communes gagnent globalement 16,4 millions d'euros, soit en moyenne 150 000 euros de plus chacune. Tu vas vérifier ces chiffres-là pour moi, mais en tous les cas, ce que je veux te dire, c'est que... reste sceptique. Ce que je veux te dire, c'est qu'en l'état,
la crainte que nous avons de voir la collectivité un petit peu rogner dans ses ambitions, freiner dans ses ambitions et dans ses réalisations, on n'a aucun espoir de voir un ballon d'oxygène qui viendra, ne serait-ce qu'une dotation de démarrage comme le souhaite le sénateur Larcher avec le sénateur Patient. Il y a quand même un élément plutôt positif, c'est qu'on repart en consommation. Pourquoi je dis ça? Pour que les gens comprennent bien. Une bonne partie du budget des communes et des collectivités est liée à l'octroi de mer. Donc chaque fois que vous achetez quelque chose qui est importé ou fabriqué localement, voilà, vous payez une partie importante du prix. Ça peut aller jusqu'à 21, 26, voire 40% pour le champagne. Oui. Vous payez. Vous payez. Du prix à l'importation. À l'importation. Oui, à l'importation. Oui. Vous payez un impôt qui va alimenter les caisses des communes et de la région en particulier. Et la consommation repart. Donc, l'octroi de mer va augmenter dans les années qui viennent, va retrouver son niveau de 2008. Ce qui est un système totalement pervers que je condamne depuis des années, parce qu'il n'y a aucune raison que nous puissions alimenter spécifiquement nos budgets, alors que sur le plan national, c'est la péréquation globale. Or ici, c'est bien les impôts des Martiniquais seulement qui alimentent 70% du budget de la ville ou de la commune que vous habitez. Et ça, c'est un vrai scandale national. Alors, en tout cas, dans les deux collectivités où j'ai des responsabilités, en ce qui concerne 2015, alors je suppose qu'on parle du budget 2016. Hein? Oui. Bon, en tout cas, 2014-2015, baisse. Voilà. Baisse. Bon. Et il y a eu un budget global. Dans la baisse de la dotation globale, par exemple, Fort-de-France a perdu 20 millions. Ouais. C'est considérable, c'est 10% du budget. Voilà. Bon. La CACEM aussi. La CACEM aussi. Je ne sais pas comment vous avez fait. Bon. Alors, je te dis ça même si tu gères pas, mais... je suis dans l'opposition. Il est le gardien du temple. Est-ce que tu veux quand même vérifier pour moi dans Il y a un article du Monde qui étudie ça, qui n'a pas très longtemps, et qui montre très clairement que c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Globalement, il y a une baisse, mais un nombre important de petites villes voient leur Est-ce que tu vois ça pour la Martinique? Oui, pour la Martinique, parce qu'il me semble qu'il y a quand même... Et les collectivités, et les autres collectivités locales. Il y a un système de péréquation, de dotation globale de fonctionnement qui a été d'ailleurs négocié il y a quelques années par le Sénat, qui est spécifique à l'outre-mer. Tout à fait. Bon, il y a déjà une prise en compte dans le budget de l'État de la différence de niveau de PIB par habitant. Ouais. Il y a aussi un élément qu'il faut... Attends, c'est le seul élément qui vient... Non, il y a un autre élément, et toi tu es bien placé pour le savoir. Par exemple, comment les villes font pour collecter l'impôt? C'est l'État qui collecte l'impôt à leur place. Les villes votent un niveau d'impôt et l'État impose. Mais quel que soit ce que l'État... quel que soit ce que l'État... Soit dit en passant ce qui avait échappé à Saint-Martin, qui fait qu'ils sont en bas. Oui. Bon, maintenant, ils n'avaient plus tout. Ils n'avaient plus le vote et puis la collecte. Et ils ont un problème. Bien évidemment, si l'État doit récolter 100, il n'aura jamais 100. Mais il verse aux communes 100. Et donc, Eckert, c'est un gros malin. Il dit, mais globalement, vous ne perdez rien parce que si on vous donnait à récolter vous-même, vous auriez perdu plus que... Donc nous, on vous assure le montant total de ce que vous mettez sur le papier. Ce que vous avez décidé. Et c'est là qu'il y a une espèce de démagogie de dire, par exemple, quand ils attaquent les maires en disant « Ouais, vous augmentez les impôts de 30%. » Mais en réalité, qui est-ce qui paye les impôts dans une commune? C'est 30% des contribuables. C'est même pas 30% de la population, c'est 30% des gens imposables. Les gens qui donc finalement, sont passibles de l'impôt. Donc en clair, c'est toujours les mêmes qui payent les impôts, mais la commune reçoit la totalité de ce qu'elle a écrit sur le papier. Et ça, il faut que les gens le sachent. Daniel. Autrement dit, pour continuer dans augmenter, de toute façon, ça n'aura non, autrement dit, ce qui importe, ce n'est pas tant l'augmentation des impôts que l'élargissement de l'assiette, comme l'on dit, de ceux qui payent l'impôt. Mais de toute façon, c'est pas grave. Le type, il augmente les impôts de 30%, il sait que l'État va lui verser ce qu'il a mis sur le papier et pas ce qu'il a récolté. Voilà, parce qu'il a récolté. Oui. Parce qu'il faut rappeler, je crois qu'on l'a fait tout à l'heure, que c'est l'État qui collecte. Oui, je l'ai dit. Voilà, tu l'as dit. Ouais. Non, mais alors,
la question, tu as raison de parler de l'assiette, hein, de l'impôt, notamment, je pense à la taxe d'habitation, par exemple. La taxe d'habitation. Les communes d'outre-mer, de manière générale, ont commencé depuis quelques années un travail de recensement de façon à élargir l'assiette. Parce qu'effectivement... Beaucoup échappaient. Beaucoup échappaient. Ouais. Bon. Et donc, alors il y en a qui sont plus ou moins avancés dans ce travail. Par exemple... Vous avez gagné beaucoup d'argent à Fort-de-France. Hein? Exactement. Fort-de-France, il faut reconnaître qu'à Fort-de-France, un travail a été fait pour élargir, nécessité faisant loi, là, aussi, hein, bon. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y a moins d'électeurs. C'est pour ça qu'il y a moins d'électeurs. C'est pourquoi les gens sont partis à Saint-Joseph. Je crois que vous avez récupéré plusieurs millions d'euros. Hein. Tout à fait. Donc, l'augmentation de la recette fiscale a été liée à une augmentation de l'assiette. Bon, mais ceci dit, à l'intérieur même je prends l'exemple de la CACEM, bon, les niveaux ne sont pas les mêmes. Donc, une des batailles importantes, ce sera que, au sein même des communautés de communes, parce qu'il y a une péréquation, il faudra que tout le monde arrive au même niveau. Oui, pour que ça soit égalitaire et juste au niveau du territoire. Ce qu'on devrait faire, c'est parler plus souvent de ça, parce qu'en fait, les gens doivent savoir ce qu'on fait de leur argent. Donc, ce que nous devons faire, c'est rendre ce sujet-là intéressant. Ouais. Oui. Mais c'est ce qu'on va commencer à faire. C'est ce qu'on essaie de faire. Messieurs, nous avons deux gros sujets qu'il sera difficile d'entamer. C'est le TSCP et puis c'est la contribution de la FEDOM, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer une extenso sur la collectivité et puis l'économie, quoi, la vocation à gérer l'économie de ces collectivités. La FEDOM qui est, excuse-moi de t'interrompre, la Fédération des entreprises d'outre-mer, c'est-à-dire un puissant lobby parisien qui survit et se développe quel que soit le type de gouvernement que l'on a. Et c'est le principe des lobbies. C'est le principe des lobbies qui représente les entreprises. Enfin, en gros, les capitalistes des DOM, quoi. Oui. Pour appeler un chat, hein, c'est l'héritier des bureaux. Depuis la Révolution française, sous la royauté et sous l'Empire, il faut savoir que les capitalistes, à l'époque, les colons ont toujours une représentation à Paris. Alors, c'est un organisme qui s'est modernisé et qui a la particularité d'avoir à sa tête des anciens serviteurs de l'État, c'est-à-dire des anciens préfets, etc., des gens de haut niveau, des énarques, et des gens formidablement bien informés et bien introduits dans le ministère. Donc les informations, ils publient une lettre hebdomadaire que nous recevons à la justice d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le recevez. Il faut que tu reçoives ça. Ils sont remarquablement informés sur toutes les décisions qui ont une influence sur la Martinique. Alors cette production est intéressante parce qu'elle a été faite volontairement à la veille de la consultation. Tout à fait. À l'évidence, à l'attention et à l'intention des listes candidates, pour leur dire un petit peu, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Elle n'est pas dénuée d'intérêt. Tout à fait. On a discuté hors émission. Si vous voulez, on va en faire un sujet premier de la semaine prochaine. Et puis je voudrais essayer également qu'on creuse aussi le TSCP. TCSP, pardon. Ouais. TSCP. Ouais, TSCP. Mais la plupart des gens disent TSCP. Ça va plus vite. C'est pourquoi? C'est parce que la SCP, c'est la société civile professionnelle que les avocats connaissent bien. Peut-être. Là, c'est un missile. Donc, si vous voulez, on va en parler. Pour l'instant, pour les quelques minutes qui restent, comment vous sentez cette affaire de TCSP? Date de livraison, coût, enfin en deux mots, hein, puisqu'on va développer longuement après. Moi, je crois qu'il faut rétablir quand même la vérité, non pas sur les chiffres, tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais sur l'objectif. Il faut dire aux gens, parce que j'entends dans la rue des gens dire « Ah ouais, mais bon, ça paquet, résout le problème, embouteillage. » C'est pas fait pour ça. Ouais. C'est pas fait pour ça. Un pays moderne doit avoir un service de transport en commun public moderne. La Martinique n'avait pas de service moderne. Et ça, c'est le premier maillon. Bon, je reviens de Paris. Oui, c'est le premier maillon. Je reviens de Paris. Je demande à un type qui habite Roissy, qui prend sa voiture, combien de temps il met pour aller travailler à Paris. Le type me dit, le matin, il habite à 20 km de Paris.
20 km, ok? Donc 20 km, c'est Robert-Fort-de-France, ok? Il me dit, je prends le matin environ 1h45, 2h, et le soir 1h30. Donc je lui dis, finalement, on n'est pas si mal lotis que ça. Ah, mais c'est bien évident. Et quand il prend, je lui dis, mais il y a les transports en commun. Il me dit, est-ce que tu sais combien de RER je laisse passer avant de trouver une place? Bien sûr. Il laisse passer 10 rames avant de trouver une place. Donc, ça veut dire en clair qu'il y en a d'autres qui ont une expérience extrêmement désagréable de la concurrence, entre guillemets, entre services de transport en commun et voie privée, la route. Et nous, on n'avait que la route, tu imagines? Mais moi, je ne m'inquiète pas trop. Très clairement, c'est mécanique. Aujourd'hui, si on totalise la longueur des voitures, de toutes les voitures, 264 000 véhicules en Martinique, on totalise leur longueur, ok? Et on compare cette longueur au réseau routier, c'est 1,3 fois le réseau routier. C'est-à-dire que si toutes les voitures sortent en même temps, le même jour, personne ne va aller bien ce côté. Voilà, donc plus ça va aller, plus les gens, mécaniquement, obligatoirement, seront obligés de prendre les transports. C'est prévu pour combien de personnes par jour? C'est prévu pour 40 000. 40 000 personnes par jour. Non, C'est effectivement, pas négligeable. non, puis effectivement, c'est la première partie, parce qu'il doit y avoir des extensions. Il faut aller plus loin. Plus loin, Chalcher, etc. Est-ce que les coûts ont été réellement dépassés, les 240 ou 280 millions qui étaient prévus à Bien sûr. l'origine? Oui, largement bien dépassés. sûr. Oui, oui. C'est toujours comme ça. Mais pour obtenir des subventions, tu minores le coût global. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un coup dur dans les années 2000, c'est que c'est le retrait de l'État de la subvention et que la région de l'époque a été obligée de suppléer à la défaillance de l'État. C'est cette musique, cette douce et belle musique de notre générique que nous allons vous quitter. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. À la semaine prochaine. Bonsoir.